Tu as 30 jours pour déménager de ma maison, a dit ma mère avec un sourire narquois. Papa a ajouté, il est temps, YouTube. Transcription. Tu as 30 jours pour déménager de ma maison, a dit ma mère avec un sourire narquois. Papa a ajouté, il est temps que tu apprennes l'indépendance. Ma sœur Harry, on se débarrasse enfin du fardeau de la famille. J'attendais cette conversation depuis des mois et j'avais déjà fait mes plans en secret. J'ai répondu calmement, le timing est parfait, car je viens de signer un bail à l'autre bout du pays et je commence le travail de mes rêves lundi. Vous ne me reverrez plus. Leur sourire confiant s'est lentement effacé pour laisser place à une horreur totale quand ils ont réalisé. Je n'aurais jamais pensé écrire ce post, mais me voilà, à 2 heures du matin, incapable de dormir à cause de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Mes mains tremblent littéralement en tapant ceci, mais j'ai besoin de tout sortir. Désolée pour la longueur, mais cette histoire se construit depuis des années. Je m'appelle Aya et j'ai 24 ans. J'ai vécu toute ma vie dans ce que je pensais être ma maison familiale dans la banlieue de Denver. Mes parents, Marina et Quentin, ainsi que ma sœur aînée, Diana, 26 ans, m'ont toujours traité comme si j'étais une sorte de nuisance qu'ils devaient tolérer. Je sais que ça semble dramatique, mais je n'exagère pas. En grandissant, Diana était l'enfant chéri. Elle était populaire, avait des notes correctes sans effort, et mes parents ont financé toute son expérience universitaire dans une école privée coûteuse. Elle a obtenu un diplôme en communication et est en train de se chercher, depuis 4 ans tout en vivant sans payer de loyer dans notre sous-sol aménagé, que mes parents ont transformé en appartement de luxe pour elle, avec une kitchenette et une entrée séparée. Moi, j'étais la déception de la famille dès le premier jour. J'étais timide, je préférais les livres aux fêtes et je luttais contre l'anxiété. Quand est venu le temps d'aller à l'université, mes parents m'ont dit qu'ils avaient déjà dépensé leur budget éducation pour Diana et que je devais me débrouiller seule. C'est ce que j'ai fait. J'ai cumulé 3 petits boulots pendant mes années de lycée, j'ai économisé chaque centime, obtenu des bourses d'études et je me suis payé mes études dans un community college pour mon diplôme d'associé, puis j'ai été transférée dans une université d'État pour ma licence en informatique. J'ai obtenu mon diplôme il y a 3 ans, sans aucune dette, grâce à une détermination sans faille et d'innombrables nuits blanches. Depuis, je travaille comme développeuse dans une entreprise technologique locale, et j'ai été promue de junior à un poste de niveau intermédiaire l'année dernière. J'ai vécu à la maison et payé à mes parents $800 de loyer par mois, ce dont Diana n'a d'ailleurs jamais payé un seul dollar. Il y a 6 mois, les choses ont commencé à devenir très tendues à la maison. Mes parents ne cessaient de faire des commentaires sur le fait que je devais prendre mon envol et cesser d'être dépendante d'eux. C'était l'hôpital qui se moque de la charité, venant de gens dont l'autre fille n'avait rien payé depuis 4 ans, mais peu importe. Diana a commencé à s'y mettre aussi, faisant des remarques désobligeantes sur le fait qu'il était pathétique que je vive encore à la maison à mon âge. Les commentaires sont devenus plus fréquents et plus cruels. Marina faisait des blagues sur le fait que j'étais une vieille fille qui ne quitterait jamais la maison. Quentin levait les yeux au ciel chaque fois que j'essayais de participer aux conversations familiales. Diana racontait ouvertement à ses amis, à portée de voix, à quel point c'était embarrassant d'avoir une sœur paumée qui ne pouvait pas s'en sortir seule. Il y a 4 mois, j'ai surpris une conversation entre mes parents et Diana dans la cuisine. Ils prévoyaient de me mettre à la porte et de transformer ma chambre en salle de sport pour Diana. Ils riaient de mon ignorance et disaient qu'ils avaient hâte de retrouver enfin leur maison pour eux seuls. Marina a même dit, elle a toujours été trop faible pour se défendre. Elle va probablement pleurer et supplier, mais nous devrons juste être fermes. Cette conversation a tout changé pour moi. Le lendemain, j'ai commencé à postuler à des emplois à travers le pays, pas n'importe quels emplois, en ciblant spécifiquement des entreprises dans des villes chères où mes compétences seraient valorisées. Je me suis concentrée sur Seattle, San Francisco, New York et Boston. Je constituais mon portfolio depuis des mois déjà, donc j'étais prête. En 3 semaines, j'avais plusieurs entretiens téléphoniques de prévus. À la 6e semaine, j'avais 2 voyages pour des entretiens en personne, que j'ai fait passer à ma famille pour des conférences de travail. Le processus a pris plus de temps que je l'espérais. Ces grandes entreprises technologiques sont lentes.
Il a fallu près de 3 mois avant que je reçoive une offre d'emploi d'une entreprise technologique réputée à Seattle pour 72 000 $ par an, une solide augmentation de 60% par rapport à mes 45 000 $ actuels. J'ai accepté immédiatement. Ensuite, j'ai commencé à chercher un appartement en ligne. J'ai trouvé un joli T2 à Capitol Hill pour 1800 $ par mois. Ce n'était pas le grand luxe, mais avec mon nouveau salaire et les économies que j'avais réussi à accumuler, c'était gérable. J'ai fait une visite virtuelle, envoyé ma candidature avec tous mes documents, une attestation d'emploi et 3 mois de relevé bancaire, et j'ai été approuvée en 1 semaine. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Je savais que ma famille essaierait de rendre mon départ aussi difficile que possible. J'ai donc tout planifié. J'ai fait des recherches sur des entreprises de déménagement et obtenu des devis. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une coopérative de crédit de Seattle et j'ai commencé à y faire déposer mes chèques de paie. J'ai même trouvé un excellent thérapeute à Seattle et j'ai programmé mon premier rendez-vous. J'ai parlé de ma situation à mon patron actuel, et il a été incroyablement compréhensif. Il a accepté de me donner une excellente référence et m'a même proposé de me laisser terminer quelques projets à distance pendant ma période de transition. Il m'a aussi écrit une recommandation élogieuse sur LinkedIn. Le plus difficile a été de tout garder secret. Chaque jour, je devais supporter les conversations au dîner où il faisait des blagues sur mes futurs échecs ou laissait entendre qu'il y aurait des changements à venir dans la maison. Diana a même commencé à mesurer ma chambre un jour, prétendant qu'elle était juste curieuse des dimensions. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri et hoché la tête. Ce matin, je travaillais sur mon ordinateur portable dans le salon quand ils sont tous les 3 entrés avec des expressions sérieuses. Marina essayait de cacher un sourire narquois. Quentin avait les bras croisés comme s'il s'apprêtait à me donner une leçon de vie. Diana était pratiquement en train de sautiller d'excitation. Marina s'est raclé la gorge de manière théâtrale. Aya, nous devons avoir une réunion de famille. J'ai levé les yeux de mon ordinateur, en feignant l'innocence. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, a commencé Marina, sa voix prenant ce ton faussement doux qu'elle utilise quand elle est sur le point d'être cruelle. Ton père et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est temps pour toi de passer à l'étape suivante de ta vie. Oh, ai-je dit, tout en continuant à taper. Quel genre d'étape suivante? Quentin s'est avancé. Le genre où tu apprends à être indépendante. Tu as 24 ans, Aya. La plupart des gens de ton âge vivent seuls depuis des années. Diana n'a pas pu se contenir. Ce qu'ils essaient de dire, c'est que tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Marina a jeté un regard à Diana, puis son expression est devenue froide. Tu as 30 jours pour déménager de ma maison, a-t-elle dit avec le sourire le plus cruel que j'ai jamais vu sur son visage. Quentin a hoché la tête en signe d'approbation. Il est temps que tu apprennes l'indépendance. Diana s'est carrément mise à rire. On se débarrasse enfin du fardeau de la famille. J'ai arrêté de taper et je les ai regardés tous les 3. Ils se tenaient là comme s'ils venaient de m'annoncer la nouvelle la plus dévastatrice possible, attendant que je m'effondre ou que je commence à supplier. Au lieu de ça, j'ai souri. Timing parfait, ai-je dit calmement, en fermant mon ordinateur portable. Parce que je viens de signer un bail à l'autre bout du pays et que je commence mon nouveau travail dans 2 semaines. Vous ne me reverrez plus. Le changement dans leurs expressions a été immédiat et magnifique. Le sourire narquois de Marina a vacillé en premier. Son visage est passé de la satisfaction béate à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique en environ 3 secondes. Quoi, a-t-elle balbutié. Je déménage à Seattle, ai-je continué, en me levant et en m'étirant comme si je parlais de la météo. J'ai reçu une offre d'emploi dans une super entreprise de technologie pour 72 000 $ par an. Je commence dans 2 semaines et mon bail commence ce week-end. Les bras de Quentin sont tombés le long de son corps. Quoi? Je pars ce week-end, ai-je dit, en gardant ce ton calme. Le camion de déménagement arrive vendredi matin pour tout emballer. Le rire de Diana s'était complètement éteint. Tu mens. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'email de l'entreprise confirmant ma date d'entrée en fonction.
Puis je leur ai montré le contrat de location signé. Ensuite, juste pour le plaisir, je leur ai montré la confirmation de la société de déménagement. Marina s'est affalée sur le canapé. Aya, tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste partir. Pourquoi pas, ai-je demandé. Vous venez littéralement de me dire de dégager. Je dégage. Mais. Quentin peinait à trouver ses mots. Seattle, c'est si loin. C'est le but, ai-je répondu. C'est là que Diana a commencé à paniquer. Tu ne peux pas partir. Et pour aider maman et papa quand ils vieilliront? Et les urgences familiales? Et quoi, Diana, ai-je interrompu. Et le fait de continuer à être le punching ball émotionnel de la famille? Et le fait de payer un loyer pendant que tu vis ici gratuitement? Et le fait d'être traitée comme une moins que rien dans ma propre maison? Marina s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Aya, nous essayons juste de te motiver. Nous ne voulions pas dire que tu devais déménager à l'autre bout du pays. Vraiment, ai-je demandé. Parce qu'il y a 3 mois, je vous ai tous entendus dans la cuisine en train de prévoir de me mettre à la porte pour que Diana puisse avoir ma chambre comme salle de sport. Vous riez de ma faiblesse et du fait que je supplierais probablement pour rester. Ils sont tous devenus complètement silencieux. Vous pensiez que j'étais pathétique et que je ne pouvais pas m'en sortir seule, ai-je continué. Il s'avère que vous aviez tort. Non seulement je peux m'en sortir seule, mais je peux m'épanouir. Et je peux le faire sans aucun d'entre vous. Quentin a essayé une autre approche. Aya, tu agis sur un coup de tête. Tu n'as rien à nous prouver. Je n'essaie pas de vous prouver quoi que ce soit, ai-je dit. J'essaie de me prouver quelque chose à moi-même. Et c'est déjà fait. C'est alors que la vraie panique a commencé. Marina a commencé à hyperventiler en disant qu'il ne me reverrait plus jamais. Quentin a commencé à parler du fait que la famille est censée rester soudée. Diana a eu le culot de dire que j'étais égoïste. Égoïste, ai-je ri. Diana, tu as 26 ans et tu n'as rien payé depuis 4 ans. Tu vis au sous-sol sans payer de loyer pendant que je paie $800 par mois pour une seule chambre. Et tu me traites d'égoïste? C'est différent, a-t-elle bafouillé. En quoi? Elle n'a pas su répondre. Puis Marina a essayé le chantage affectif. Et les vacances? Et les anniversaires? Et les petits-enfants un jour? Et alors, ai-je demandé. Vous avez été très clair sur le fait que je suis un fardeau. Les fardeaux ne sont généralement pas invités pour les vacances. Nous n'avons jamais dit que tu étais un fardeau, a menti Quentin. Diana vient littéralement de m'appeler le fardeau de la famille il y a 5 minutes. Nouveau silence. Je pouvais voir qu'ils commençaient tous à réaliser l'ampleur de ce qui se passait. Je ne déménageais pas seulement. Je coupais complètement les ponts. Et ils commençaient à comprendre qu'ils avaient poussé le bouchon trop loin. Voyez-vous, voici ce qu'ils ne savaient pas. J'étais leur filet de sécurité financier depuis des années. Quand Quentin a perdu son emploi il y a 3 ans, qui pensez-vous a aidé avec les mensualités du prêt immobilier? Quand la voiture de Marina est tombée en panne, qui a payé les réparations? Quand Diana avait besoin d'argent pour sa dernière entreprise commerciale, qui a été poussée à aider la famille? Moi. Toujours moi. Je contribuais bien plus que mes $800 de loyer. J'étais la responsable, la fiable, celle sur qui ils pouvaient toujours compter pour régler leurs problèmes. Et maintenant, je partais. Aya, dit Marina doucement. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder la maison sans ton aide. Voilà. La vérité. On dirait que c'est votre problème, ai-je répondu. Ce qui s'est passé ensuite a été honnêtement difficile à regarder, même s'il le méritait. Marina s'est mise à sangloter en disant qu'il ne pouvait pas perdre la maison. Quentin a commencé à calculer frénétiquement des chiffres à voix haute. Diana a réalisé que son paradis sans loyer était sur le point de disparaître. Tu ne peux pas abandonner ta famille, a dit Quentin désespérément. Je n'abandonne personne, ai-je répondu. Je quitte des gens qui m'ont abandonné émotionnellement il y a des années. Marina a levé les yeux, des larmes coulant sur son visage. Nous t'aimons, Aya. Non, vous ne m'aimez pas,
ai-je dit simplement. Vous aimez ce que je fournis. Vous aimez avoir quelqu'un à mépriser, quelqu'un à blâmer, quelqu'un à utiliser comme plan de secours financier. Mais vous ne m'aimez pas, moi. Ce n'est pas vrai, a dit Diana. Mais sa voix était faible. Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a demandé pour la dernière fois comment j'allais? Quand est-ce que vous avez célébré une de mes réussites pour la dernière fois? Quand est-ce que vous m'avez traité comme si j'avais de l'importance pour la dernière fois? Aucun d'eux n'a pu répondre. Puis j'ai porté le coup de grâce. J'avais gardé cette information, attendant le bon moment. Aussi, ai-je dit nonchalamment, j'ai prêté attention aux finances de la famille. Papa, je sais que tu n'as pas payé l'intégralité des mensualités du prêt depuis 8 mois. Tu as utilisé mon loyer pour couvrir le manque, mais ce n'est toujours pas suffisant. Le visage de Quentin est devenu blanc. La maison est déjà en pré-saisie. La banque a envoyé un avis le mois dernier. Je l'ai intercepté parce que je fais attention au courrier. Vous avez environ 60 jours avant qu'il ne commence les démarches sérieuses. Le silence dans la pièce était assourdissant. Donc, non seulement vous perdez votre punching ball émotionnel et votre filet de sécurité financier, ai-je continué, mais vous êtes de toute façon sur le point de perdre la maison. Mon départ ne fait qu'accélérer l'inévitable. Marina sanglotait maintenant de manière incontrôlable. Diana fixait le sol, en état de choc. Quentin avait l'air d'être sur le point de vomir. Je suis montée, j'ai pris mon ordinateur portable et mon sac à main, et je suis redescendue. Je vais rester dans un hôtel jusqu'à vendredi, ai-je annoncé. Les déménageurs seront là à 8 heures du matin pour emballer mes affaires. S'il vous plaît, ne les dérangez pas. Aya, s'il te plaît, a supplié Marina. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons être meilleurs. Non, ai-je dit fermement. Vous ne pouvez pas. C'est ce que vous êtes. Vous avez eu 24 ans pour être meilleur, et vous avez choisi de ne pas l'être. Je me suis dirigée vers la porte. Où vas-tu, m'a lancé Quentin. Commencer ma vie, ai-je répondu sans me retourner. Je suis actuellement assise dans une chambre d'hôtel près de l'aéroport. Mon vol pour Seattle est demain matin, et honnêtement, je ne pourrais pas être plus excitée. Mais je ne pouvais pas non plus dormir parce que mon téléphone explose de messages et d'appels depuis des heures. Marina a appelé 17 fois. Quentin a envoyé 12 messages textes. Diana a laissé des messages vocaux allant de la colère aux sanglots en passant par la négociation. Ils ont tout essayé, de la culpabilité à la colère en passant par les promesses de changement. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mais voilà. Je ne me sens pas coupable. Je pensais que ce serait le cas, mais non. Je me sens libre. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être aux commandes de mon propre destin. Je ne cesse de penser à cette conversation que j'ai surprise il y a 3 mois, où ils riaient de ma faiblesse. S'ils pouvaient me voir maintenant, ils réaliseraient qu'ils ont créé leur propre pire cauchemar. Ils ont poussé quelqu'un qu'ils pensaient faible jusqu'à ce qu'elle devienne assez forte pour s'en aller. Il y a quelques détails supplémentaires qu'ils n'ont pas encore compris, et honnêtement, je ne sais pas si je devrais m'en sentir mal ou non. Premièrement, la situation financière est encore pire que ce que j'ai laissé entendre. Je ne payais pas seulement le loyer, mais je complétais aussi pour les charges, les courses, et même certaines des dépenses personnelles de Diana que mes parents ne pouvaient pas se permettre. Sans mes revenus, ils risquent la faillite d'ici 3 mois. Deuxièmement, la maison n'est pas seulement en pré-saisie. Elle est en fait programmée pour une vente aux enchères dans 6 semaines. J'ai trouvé les documents en aidant Quentin à organiser son bureau le mois dernier. Il n'a aucune idée que je le sais. Troisièmement, les entreprises commerciales de Diana que j'aidais à financer. Ce sont toutes des systèmes de vente multiniveaux, MLM. Elle doit de l'argent à plusieurs entreprises et a ruiné sa solvabilité. Elle ne peut même pas louer un appartement seule, même si elle le voulait. Quatrièmement, et c'est le plus important, le poste de Marina va être supprimé le mois prochain en raison d'une restructuration de l'entreprise. Elle ne le sait pas encore car l'annonce n'a pas été faite, mais j'en ai entendu parler par un ami qui y travaille. Elle va être licenciée à peu près au moment où ils réaliseront qu'ils ne peuvent pas se permettre la maison. Donc, en gros,
je ne les laisse pas seulement avec la perte de ma contribution financière. Je les quitte juste avant que leur monde entier ne s'effondre. Pendant ce temps, je suis sur le point de commencer un super travail dans une entreprise technologique respectée. J'ai un bel appartement dans une ville incroyable. J'ai déjà pris contact avec plusieurs groupes sociaux en ligne et j'ai prévu de rejoindre un club de randonnée et un club de lecture. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vais vivre dans un endroit que j'ai choisi, faire un travail que j'aime, entouré de gens qui ne savent rien de mon histoire familiale. Je vais juste être Aya, pas la déception, pas le fardeau, pas le plan de secours. Je ne peux même pas décrire à quel point c'est libérateur. Au moment où j'écris ceci, Diana vient de rappeler. Cette fois, j'ai répondu, principalement parce que j'étais curieuse de voir quelle nouvelle approche ils allaient tenter. Aya, Dieu merci, a-t-elle dit immédiatement. Écoute, nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas. Tu sais comment sont les familles. Non, Diana, ai-je répondu. Je sais comment sont les familles toxiques. Les familles saines ne se traitent pas les unes les autres comme vous m'avez traité. Allez, ne sois pas si dramatique. Nous sommes juste des gens directs. Tu m'as traité de fardeau en face et tu en as ri. Je plaisantais. Plaisantais-tu quand tu mesurais ma chambre pour ton équipement de gym? Silence. Plaisantais-tu quand tu disais à tes amis que c'était embarrassant d'avoir une sœur paumée? Plus de silence. Plaisantais-tu quand maman, papa et toi avez planifié mon expulsion sans me le dire? Comment a-t-elle commencé, puis elle s'est reprise. J'ai tout entendu, Diana. Je sais exactement ce que vous pensez tous de moi. Puis elle a essayé une autre tactique. D'accord, très bien. Peut-être que nous n'avons pas été parfaits, mais tu ne peux pas abandonner ta famille pour quelques sentiments blessés. Ce ne sont pas des sentiments blessés, ai-je dit. C'est de la maltraitance, émotionnelle et financière, et j'en ai fini. Aya, s'il te plaît. Maman fait des crises de panique. Papa n'a pas mangé de la journée. Nous avons besoin de toi. Vous auriez dû y penser avant de passer des années à me faire sentir sans valeur. Nous pouvons changer, a-t-elle plaidé. Non, vous ne pouvez pas. Et même si vous le pouviez, je n'ai pas envie de rester pour le découvrir. J'en ai fini d'être le système de soutien émotionnel et le distributeur de billets de votre famille. J'ai raccroché et bloqué tous leurs numéros. Puisque j'écris déjà ce post de la longueur d'un roman, je dois partager quelques exemples spécifiques de la façon dont ma famille m'a traité au fil des ans, car je n'arrête pas de douter de moi-même. Peut-être que certains d'entre vous peuvent s'y reconnaître. Quand j'avais 16 ans, j'ai économisé pendant 6 mois pour m'acheter un ordinateur portable pour l'école. Je travaillais dans un restaurant local tous les week-ends, à nettoyer les tables et à faire la vaisselle. Le jour où je l'ai ramené à la maison, Diana l'a emprunté et a réussi à télécharger un virus qui a complètement détruit le disque dur. Quand je l'ai confrontée, mes parents ont dit que les accidents arrivaient et ont refusé de la forcer à le remplacer ou même à s'excuser. J'ai dû travailler 4 mois de plus pour payer les réparations. Quand j'avais 18 ans et que j'ai été acceptée au Community College, j'étais si fière. Je pensais que ce serait peut-être le moment où mes parents montreraient qu'ils croyaient en moi. Au lieu de cela, Marina a dit, « Eh bien, je suppose que c'est bien que tu commences petit, puisque tu n'es pas vraiment faite pour l'université de toute façon. » Quentin a juste hoché la tête et est retourné lire son journal. Le Noël de mes 22 ans, j'ai utilisé ma réduction d'employé chez Best Buy pour offrir à Diana une tablette coûteuse qu'elle voulait. J'ai dépensé près de $400 dessus, ce qui était une somme énorme pour moi à l'époque. Elle l'a ouverte, a dit « Oh, merci », puis a passé le reste de la matinée à s'extasier sur la carte cadeau de $50 que Marina et Quentin lui avaient donnée. Mon cadeau n'a plus jamais été mentionné et je l'ai vu vendre la tablette sur Facebook Marketplace 2 mois plus tard. Quand j'avais 22 ans et que j'ai obtenu mon premier vrai travail de développeuse à $45 000 par an, j'étais aux anges. Je pensais enfin avoir quelque chose dont ma famille pourrait être fière. Quand je leur ai annoncé au dîner, Diana a ri et a dit « C'est tout. Mon amie Michelle gagne plus que ça en travaillant dans une banque et elle n'a même pas de diplôme. » Marina a ajouté « Eh bien, je suppose que c'est un début. » Mais le pire, ce n'étaient pas les incidents isolés.
C'était la négligence émotionnelle constante et de bas niveau. Il ne demandait jamais de nouvelles de ma journée, de mes amis, de mes intérêts, de mes rêves. J'étais juste là, comme un meuble dont ils avaient parfois besoin. Quand je luttais contre l'anxiété à l'université et que j'ai demandé si nous pouvions envisager une thérapie, Marina a dit, « La thérapie, c'est pour les gens qui ont de vrais problèmes. Aya, tu as juste besoin de t'endurcir. » Quand j'ai eu la grippe et que j'ai été clouée au lit pendant une semaine, personne n'est venu voir comment j'allais. J'ai dû commander mes propres courses en livraison et cuisiner pour moi-même tout en ayant de la fièvre. Pendant ce temps, quand Diana a eu un petit accrochage en voiture, toute la famille s'est ralliée autour d'elle comme si elle avait survécu à une expérience de mort imminente. Quand elle a voulu essayer d'être prof de yoga, ils ont payé sa formation de certification. Quand elle a décidé que le yoga n'était pas pour elle et a voulu essayer l'immobilier, ils ont payé cette certification aussi. Le 2 poids, 2 mesures financier était probablement le signe le plus évident de ce qu'ils pensaient vraiment de moi. Les dépenses de Diana étaient des investissements dans son avenir. Mes dépenses, c'était Aya qui est encore égoïste. Environ 1 heure après avoir bloqué leur numéro, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma tante Karen, la sœur de Marina. Mon cœur s'est serré car Karen était toujours la médiatrice de la famille, et je savais exactement pourquoi elle était là. J'ai ouvert la porte et elle m'a immédiatement prise dans ses bras. « Oh, ma chérie, a-t-elle dit, ta mère m'a appelée en pleurant. Elle est hors d'elle. » J'ai reculé et croisé les bras. « Tante Karen, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas envie qu'on me fasse culpabiliser en ce moment. Ce n'est pas pour ça que je suis là, a-t-elle dit, même si nous savions toutes les deux que si. Je peux entrer ? J'ai conduit 2 heures pour te voir. Contre mon gré, je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur la seule chaise de la chambre d'hôtel pendant que je me suis perchée sur le bord du lit. Aya, je te connais depuis ta naissance, a-t-elle commencé. Tu n'es pas le genre de personne à abandonner ta famille comme ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Alors, je lui ai tout raconté. La conversation surprise, les années de négligence émotionnelle, le 2 poids, 2 mesures financier, tout. Karen a écouté en silence, et j'ai vu son expression passer de la défensive à l'inconfort, puis à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Je n'avais aucune idée que c'était si grave, a-t-elle finalement dit. Vraiment, ai-je demandé. Vous n'avez jamais remarqué que Diana est traitée comme une princesse alors que je suis traitée comme une employée ? Karen a soupiré. Je suppose que j'ai toujours pensé que c'était juste une dynamique fraternelle typique. Marina a toujours dit que tu étais plus indépendante et que tu n'avais pas besoin d'autant de soutien. Indépendante, ai-je ri amèrement. Karen, c'est moi qui les soutiens, pas l'inverse. Elle est restée silencieuse à nouveau, puis a demandé, tu ne reviendras vraiment jamais ? Je ne reviendrai vraiment jamais. Et s'ils changent ? Ils ont eu 24 ans pour changer. Pourquoi commenceraient-ils maintenant ? Karen n'a pas pu répondre à cela. Elle a tenté quelques autres approches douces pour me faire reconsidérer, mais a finalement abandonné. En partant, elle a dit, pour ce que ça vaut, Aya, je pense que tu es incroyablement courageuse. Je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage de faire ce que tu fais. Cela a signifié plus pour moi qu'elle ne l'imaginait probablement. Le lendemain matin, j'ai appelé mon patron actuel, Mike, pour lui donner une dernière mise à jour avant mon dernier jour officiel. Mike avait été incroyablement solidaire tout au long de ce processus, et je voulais m'assurer de ne pas le laisser dans une mauvaise situation. « Aya, comment tu tiens le coup ?» a-t-il demandé quand j'ai expliqué la situation. Honnêtement, mieux que prévu. Je pensais que je me sentirais coupable, mais je me sens juste soulagée. Bien, a-t-il dit fermement. Tu sais, je gère des gens depuis 15 ans, et je peux généralement dire quand quelqu'un vient d'une famille qui le soutient et quand ce n'est pas le cas. Tu as toujours eu cette anxiété sous-jacente, comme si tu t'attendais constamment à être critiqué ou à décevoir quelqu'un. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, mais il avait raison. Le truc, c'est, a continué Mike, que tu es l'une des personnes les plus compétentes et fiables avec qui j'ai jamais travaillé. Mais tu n'as jamais semblé y croire.
Je me suis toujours demandé pourquoi quelqu'un de si talentueux avait si peu confiance en soi. Je crois que je sais maintenant, ai-je dit. Je pense que ce déménagement va être la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, Aya. Tu vas t'épanouir à Seattle. Mike avait raison sur mon niveau d'anxiété. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais marché sur des œufs dans ma propre maison, essayant constamment d'anticiper ce qui allait énerver ma famille, me préparant toujours à la prochaine critique ou au prochain rejet. Vivre comme ça a un coût que l'on ne réalise même pas jusqu'à ce qu'il disparaisse. La nouvelle de mon départ s'est répandue rapidement dans la famille élargie. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des appels et des SMS de cousins, tantes, oncles et amis de la famille. Les réactions étaient mitigées, pour le moins que l'on puisse dire. Mon cousin David, qui a toujours été proche de Diana, a envoyé un long SMS sur le fait que la famille devrait rester soudée quoi qu'il arrive. Ma cousine Amanda, en revanche, a appelé pour me dire qu'elle attendait depuis des années que quelqu'un dénonce le favoritisme de mes parents. Ma grand-mère a laissé un message vocal qui était mi-culpabilisation, mi-inquiétude sincère. Mais la réponse la plus surprenante est venue de mon oncle Elliot, le frère de Quentin. Elliot m'a appelé vers midi et est allé droit au but. Aya, ton père m'a appelé ce matin en pleurant. Il a dit qu'il avait peur de perdre la maison. D'accord, ai-je répondu, ne sachant pas où il voulait en venir. Voilà le truc, ma petite. J'observe la dynamique de ta famille depuis des années, et franchement, je suis surpris que tu ne sois pas parti plus tôt. J'étais choquée. Oncle Elliot avait toujours semblé bien s'entendre avec mes parents. Tes parents t'ont traité comme une tirelire tout en traitant Diana comme une princesse, a-t-il continué. C'était évident pour tout le monde sauf pour eux, apparemment. Alors pourquoi personne n'a jamais rien dit? Elliot a soupiré. Parce que ce n'était pas notre place. Et honnêtement, nous pensions tous que tu finirais par t'en rendre compte. Je suis fière de toi que tu te mettes enfin en premier. Donc, tu ne penses pas que je suis égoïste? Égoïste? Elliot a ri. Aya, tu as été la personne la moins égoïste de cette famille pendant des années. Tu as payé tes propres études. Tu as contribué aux dépenses du ménage. Tu les as sortis de plusieurs urgences financières. Pendant ce temps, ta sœur n'a pas contribué à quoi que ce soit depuis 4 ans. C'était incroyable d'avoir quelqu'un qui valide ce que je ressentais. Tes parents paniquent parce qu'ils réalisent enfin qu'ils ont profité de la mauvaise fille, a continué Elliot. Diana ne peut pas les aider parce qu'elle n'a jamais eu à prendre soin d'elle-même. Toi, tu pourrais les aider, mais tu as enfin réalisé que tu n'es pas obligé. Cette conversation avec l'oncle Elliot m'a fait réfléchir à d'autres façons dont ma famille m'avait freiné. J'ai réalisé que j'avais inconsciemment limité mes ambitions professionnelles parce que je me sentais obligée de rester dans le coin et disponible pour les urgences familiales. Quand j'ai commencé à chercher du travail il y a 2 ans, je ne regardais que les postes dans un rayon de 80 km de la maison. J'ai refusé l'appel d'un recruteur pour une entreprise à Austin parce que je ne pouvais pas déménager si loin de ma famille. Je n'ai même pas envisagé les opportunités de travail à distance parce que je pensais que je devais être physiquement présente pour aider avec les problèmes familiaux. Avec le recul, c'est insensé. Je limitais toute ma trajectoire de carrière pour accommoder des gens qui me voyaient au mieux comme un plan de secours. L'opportunité chez Microsoft est venue d'une recruteuse qui suivait mon travail depuis des mois. Quand elle m'a contacté pour la première fois, j'ai failli l'ignorer parce que Seattle semblait incroyablement loin. Ce n'est qu'après avoir surpris cette conversation dans la cuisine que j'ai même accepté le premier entretien téléphonique. Maintenant, j'étais sur le point de commencer un travail parfait pour mes compétences, dans une entreprise pour laquelle je rêvais de travailler, dans une ville que j'avais toujours voulu visiter. Tout ça parce que j'avais enfin arrêté de laisser les attentes de ma famille dicter mes choix. Jeudi soir, je suis retournée à la maison une dernière fois pour faire un peu de préparation avant l'arrivée des déménageurs. La maison était étrangement silencieuse. J'ai supposé que ma famille m'évitait, ce qui me convenait. Trier mes affaires était plus émouvant que prévu. J'ai trouvé des journaux intimes du lycée où j'écrivais que je me sentais invisible et sans importance. J'ai trouvé des cartes que j'avais faites pour la fête des mères et la fête des pères au fil des ans, exprimant un amour et une gratitude qui n'ont jamais été réciproques.
J'ai trouvé des photos de vacances en famille où j'étais clairement l'intruse, toujours légèrement à l'écart, jamais vraiment incluse dans le cercle intime. Mais j'ai aussi trouvé des preuves de ma propre force et de mon indépendance. Des récompenses académiques qui n'ont jamais été célébrées. Des évaluations de travail louant mon dévouement et mes compétences. Des mots de remerciement de collègues qui appréciaient mon aide sur des projets. Un dossier de lettres d'acceptation d'université où j'avais réussi à entrer malgré un soutien familial nul. J'ai emballé les preuves de mes réussites et j'ai jeté les preuves de leur négligence. C'était symbolique. Pendant que je faisais mes cartons, j'ai entendu des voix en bas, mes parents et Diana ayant ce qui semblait être une discussion animée. Je ne pouvais pas comprendre la plupart de ce qu'ils disaient, mais j'ai attrapé des fragments. Point Orion dut l'apprécier davantage. Point jamais pensé qu'elle partirait vraiment. Point qu'est-ce qu'on va faire pour l'argent ? Une partie de moi voulait descendre et leur dire exactement ce qu'ils pouvaient faire pour l'argent, trouver du travail, arrêter de vivre au-dessus de leurs moyens, faire contribuer Diana pour une fois. Mais j'ai résisté. Ce n'était plus mon problème à résoudre. Alors que je fermais des boîtes avec du ruban adhésif, mon téléphone a sonné. C'était mon ami de fac, Marin, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Apparemment, Diana l'avait contacté sur les réseaux sociaux pour essayer de convaincre Marin de me dissuader de partir. Aya, qu'est-ce qui se passe, bordel, a demandé Marin. Ta sœur m'a envoyé ce long message sur le fait que tu abandonnes ta famille et qu'elle s'inquiète pour ta santé mentale. J'ai ri. Diana s'inquiète pour ma santé mentale. C'est la meilleure. J'ai donné à Marin la version abrégée de l'histoire. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. Oh mon Dieu, Aya, a-t-elle finalement dit. Je me suis toujours demandé pourquoi tu n'aimais jamais parler de ta famille. Maintenant je comprends. Ouais, eh bien, je n'aurai plus à m'en soucier très longtemps. Tant mieux pour toi, a dit fermement Marin. Tu sais, je me souviens qu'à l'université, tu stressais à l'idée de rentrer à la maison pour les vacances. Je pensais que c'était juste le mal du pays normal, mais c'était le contraire, n'est-ce pas? Elle avait raison. Je redoutais de rentrer à la maison parce que je savais que je passerais tout le séjour à être ignorée ou critiquée, mais je ne l'avais jamais avoué à personne, même pas à moi-même. Aya, a continué Marin, je veux que tu saches que tu fais le bon choix. Tu mérites tellement mieux que la façon dont ils t'ont traité. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que Marin était la 3e personne en 2 jours à valider ma décision. Peut-être que je n'étais pas folle, après tout. Jeudi soir était ma dernière nuit à Denver, et j'ai à peine dormi. Pas parce que j'étais anxieuse à propos du déménagement, mais parce que je n'arrêtais pas de penser à toutes les façons dont ma vie allait changer. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'aurais pas à budgétiser pour les urgences des autres. Je n'aurais pas à écouter de commentaires passifs-agressifs sur mes choix de vie. Je n'aurais pas à faire semblant de m'intéresser au dernier plan de Diana pour devenir riche rapidement. Je n'aurais pas à marcher sur des œufs dans ma propre maison. Je pourrais décorer mon appartement comme je le voulais. Je pourrais cuisiner la nourriture que j'aimais sans me soucier des préférences des autres. Je pourrais inviter des amis sans être jugée. Je pourrais poursuivre des hobbies sans être moquée. Je pourrais simplement exister sans avoir constamment l'impression de ne pas répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Plus j'y pensais, plus j'étais excitée. Il ne s'agissait pas seulement de quitter une situation familiale toxique. Il s'agissait d'avoir enfin la liberté de découvrir qui j'étais vraiment quand je n'essayais pas constamment de plaire à des gens qui ne seraient jamais satisfaits. J'ai aussi pensé aux aspects pratiques de la situation de ma famille. Sans mes revenus, ils allaient devoir faire des choix difficiles. Ils pourraient déménager dans une maison plus petite, mais cela signifierait que Diana devrait renoncer à son appartement au sous-sol. Ils pourraient faire payer un loyer à Diana, mais elle n'avait pas de revenus stables. Ils pourraient tous les deux prendre un 2e emploi, mais Marina travaillait déjà à plein temps, et Quentin était dans la 50aine avec des compétences limitées. La réalité était qu'ils avaient construit leur style de vie en comptant sur mes revenus comme complément. Et maintenant, ce complément disparaissait. Ils étaient sur le point d'apprendre une dure leçon sur la planification financière et la dynamique familiale. J'aurais dû me sentir mal à ce sujet, mais ce n'était pas le cas. Ils avaient fait leur choix,
et maintenant ils devaient en assumer les conséquences. J'ai raccroché et bloqué tous leurs numéros. Vendredi matin est arrivé rapidement. J'ai retrouvé les déménageurs à la maison à 8 heures précises. Ma famille était remarquablement absente. Je suppose qu'ils ne pouvaient pas supporter de voir leur filet de sécurité se faire littéralement emballer dans des boîtes et emporter. C'était surréaliste de traverser la maison une dernière fois. Ma chambre d'enfant semblait si petite et triste sans mes meubles. Le salon où ils avaient prononcé leur ultimatum quelques jours auparavant semblait vide et froid. J'ai trouvé un mot de Marina sur ma commode. Aya, s'il te plaît, reconsidère. Nous t'aimons et nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas faire ça sans toi. S'il te plaît, appelle-nous. Je l'ai laissé là et je suis sortie. J'écris cette mise à jour depuis mon nouvel appartement à Seattle. Cela fait 2 semaines que je suis partie et je voulais donner des nouvelles à tous ceux qui ont suivi cette histoire. Premièrement, mon travail est incroyable. Mes collègues sont brillants et gentils. Mon manager me soutient et je travaille sur des projets qui comptent vraiment. Je me réveille excitée à l'idée d'aller travailler, ce qui est une expérience complètement nouvelle pour moi. Deuxièmement, Seattle est incroyable. J'ai déjà rejoint un groupe de randonnée, je me suis fait 2 amis proches. J'apprends à cuisiner correctement puisque j'ai enfin une cuisine qui est vraiment la mienne. J'ai acheté des plantes. J'ai de l'art sur mes murs que j'ai choisi. Cela semble simple, mais après des années à vivre dans ce qui ressemblait essentiellement à une prison, avoir mon propre espace est magique. Troisièmement, ma santé mentale s'est considérablement améliorée. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais constamment sous pression jusqu'à ce que ce soit parti. Je dors mieux, je ris plus, et j'aime vraiment la personne que je vois dans le miroir. Maintenant, la mise à jour sur la famille, parce que je sais que c'est ce que vous vous demandez tous. La maison a été saisie exactement quand je l'avais prédit. Ils ont dû déménager la semaine dernière. Marina a été licenciée de son travail, également exactement quand je m'y attendais. Quentin travaille à temps partiel dans une quincaillerie. Diana a emménagé avec une amie, mais selon une connaissance commune, elle commence déjà à abuser de son hospitalité. Ils ont continué à essayer de me contacter par divers moyens, réseaux sociaux, amis communs, essayant même de me joindre via mon nouveau travail, ce qui a été bloqué par les RH après que j'ai expliqué la situation. Les messages ont évolué à travers plusieurs étapes, la colère, comment as-tu pu abandonner ta famille, la négociation, si tu nous aidais juste avec la caution, la culpabilité, ta mère pleure tous les jours, et maintenant enfin. Ce qui semble être un remords sincère, nous réalisons que nous t'avons terriblement traité et nous voulons arranger les choses. Mais voilà le truc. Je ne veux pas arranger les choses. Je ne veux pas réparer ou reconstruire la relation. Je veux être libérée de gens qui ont passé des années à me faire sentir sans valeur. Et je le suis enfin. Certaines personnes dans les commentaires ont dit que j'étais trop dure, que la famille c'est la famille, que je devrais leur donner une autre chance. À ces personnes, je dis ceci, vous ne devez de relation à personne, même aux membres de votre famille, surtout si cette relation est nuisible à votre bien-être. J'ai passé 24 ans à essayer de gagner leur amour et leur respect. Je ne vais pas y consacrer un jour de plus. Cette expérience m'a appris que parfois, les personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement sont en fait celles qui vous freinent le plus. Parfois, s'en aller n'est pas abandonner. C'est se choisir soi-même. Je ne suis pas la personne faible et pathétique qu'ils pensaient que j'étais. Je suis assez forte pour construire une vie selon mes propres termes, dans un lieu de mon choix, entourée de personnes qui m'apprécient. Et honnêtement, c'est la meilleure des vengeances. Mise à jour. Merci à tous pour votre soutien massif. J'ai reçu des centaines de messages de personnes partageant des histoires similaires et c'est à la fois déchirant et inspirant de savoir que je ne suis pas seule. Pour ceux qui s'interrogent sur la situation actuelle de ma famille, je ne sais sincèrement rien et je ne veux rien savoir. J'ai tourné la page et je leur suggère de faire de même. À toute personne dans une situation similaire, vous méritez mieux. Vous méritez d'être traité avec respect et gentillesse. Vous méritez d'être apprécié pour qui vous êtes, pas pour ce que vous fournissez. Et si votre famille ne peut pas vous donner cela, il est tout à fait acceptable de trouver des gens qui le peuvent.
Seattle est magnifique, d'ailleurs. Les montagnes sont incroyables. Le café est délicieux. Et ma nouvelle vie est tout ce que j'espérais. Je suis enfin libre.